Amis téléspectateurs de Afrique Canada TV, bonjour et bienvenue encore une fois à notre émission, l'invité de la semaine. Pour cette émission de l'invité de la semaine, nous avons décidé de marquer le coup parce que nous recevons une personnalité, j'ai envie de dire, de prestige, Maître Eïda, pour nous parler d'un thème géopolitique, géostratégique. C'est le conflit du Sahara occidental, un conflit dont on parle peu, qui est peu médiatisé, mais qui a son importance à l'heure où tous les pays africains revendiquent les 50 ans d'indépendance. Le Sahara occidental ne connaît pas encore son indépendance. C'est un statut encore ambigu. Et pour nous en parler, nous recevons Maître Eïda, qui est avocat et juriste international. D'abord, je vous présente notre invité en long et en large, son portrait. Notre invité de la semaine, Maître Takioula Eïda, est issu de l'École nationale d'administration publique et de l'École du barreau de Québec. Diplômé d'une maîtrise en droit et d'une licence en sciences politiques de l'Université de Laval, il devient administrateur de l'ONG Carrefour Tiers-Monde et avocat substitut du procureur général du Canada. De 1994 à ce jour, il dirige la société d'avocats Eïda et Associés Avocats et apporte son expérience en tant que conseiller juridique principal auprès de plusieurs pays africains et arabes. Il est conseiller juridique principal auprès du président de la République du Tchad, de son ministre du pétrole et de la commission chargée des négociations des conventions pétrolières. Il est également conseiller juridique principal auprès du président de la République islamique de Mauritanie et de son premier ministre relativement aux différends avec le concession British Gas, Adam et Rock Oil. Avocat et procureur auprès des instances de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel du Québec, de la Cour supérieure, de la Cour fédérale division d'appel et de première instance, de la Cour du Québec, de la Cour municipale de la ville de Québec et de la ville de Sainte-Foy, du tribunal administratif du Québec, de la Cour canadienne de l'impôt. Il est aujourd'hui arbitre, juge-arbitre et arbitre international intervenant pour la résolution des litiges et des conflits. Vous l'aurez compris, Maître Eïda est notre invité de la semaine. Dans cet entretien que Maître Eïda nous a accordé, il nous parle dans un premier temps du Sahara occidental. Qu'est-ce que le Sahara occidental, géographiquement parlant et historiquement parlant? Où se situe le Sahara occidental? Écoutons notre invité. D'abord, je dois vous remercier de l'invitation que vous venez de me faire pour pouvoir avoir une communication avec vos téléspectateurs qui sont essentiellement de la diaspora africaine, dont je m'identifie. Et puis, c'est une très grande occasion de voir ce qu'on appelle un groupe de médias africains qui s'occupe de la coopération afro-canadienne et qui, justement, puisse donner à la diaspora africaine un point de vue sur un angle tout à fait différent qui correspond un peu aux réalités d'abord dans les pays originaux et puis deuxièmement aussi une réalité un peu qu'on vit rarement ici à l'intérieur du Canada. Donc je vous remercie énormément. Quant à moi, effectivement, comme vous dites, je suis originaire du Sahara occidental, qu'on appelait auparavant le Sahara espagnol, qui se trouve essentiellement dans le nord-ouest de l'Afrique, au sud du Maroc, qui est au nord de la Mauritanie. C'est un territoire qui n'est pas assez grand, il est d'une superficie de 264 000 km², un peu du bout du nord-est frontalier à l'Algérie, comme je disais tout à l'heure, du nord par le Maroc, du sud par la Mauritanie. Et c'est un territoire qui a été colonisé par les Espagnols depuis 1882, depuis les accords de Berlin. Et puis depuis le partage, en fait, ce qu'on appelle du gâteau un peu entre les grandes puissances coloniales de ce siècle, oui, de l'époque. Alors, cette partie de territoire est venue de ce qu'on appelle de la part des Espagnols avec ce qu'on appelle aussi maintenant la Guinée équatoriale, qui était aussi une ancienne colonie espagnole. Et depuis ce temps, les Espagnols étaient restés jusqu'à 1956. Il y avait un imbroglio un peu concernant une partie de ce territoire justement avec le Maroc, le roi de Dra. Et puis, c'est ce qu'on appelait aussi dans le temps l'opération Couvillon. Et quelques années après, les limites de la frontière ont été définitivement établies. Et justement, les Espagnols sont restés jusqu'à 1975, date à laquelle le Maroc est rentré avec la Mauritanie. La Mauritanie dans le sud et le Maroc dans le nord, suivant les accords de Madrid du 14 novembre 1975. Difficile de donner un statut clair au Sahara occidental. L'ONU a son point de vue là-dessus, le Front Polisario a son point de vue là-dessus, le Maroc a son point de vue là-dessus, l'Algérie a son point de vue là-dessus. Alors, quel est le statut juste du Sahara occidental? Écoutons Maître Eïda.
Sahara occidental aujourd'hui, c'est un territoire qui est ce qu'on appelle en voie de décolonisation, selon les résolutions des Nations Unies. Parce que depuis le départ des Espagnols, le 14 novembre, en fait, en vertu des accords du 14 novembre 1975 intervenus entre la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, l'Espagne s'est retirée comme ancienne puissance coloniale, le Maroc a occupé le nord du territoire et la Mauritanie a occupé le sud du territoire. 18 août 1978, la Mauritanie a signé un accord avec le Front Polisario, en vertu duquel elle s'est retirée du territoire du sud et le Polisario a essayé un peu de remplir des poches vides de ce territoire et le Maroc a fini par prendre justement une bonne partie de la région du sud, c'est-à-dire Dakhla et le reste. Alors c'est devenu un territoire qui a un statut un peu bizarroïde, dans le sens où il est sous administration marocaine, mais en voie de colonisation. En fait, il est soumis, d'après les résolutions des Nations Unies, il est soumis à la résolution 1514 de 1960 qui soumet justement les peuples des territoires coloniaux à l'indépendance, en fait, à l'autodétermination en voie d'une indépendance. C'est ça. Alors c'est le statut maintenant. Alors le Maroc est une puissance administrative, mais pour le Maroc c'est son territoire lui-même qui revendique depuis quelques temps et il s'autoproclame chez lui. Et les Sahraouis, justement, de leur côté, en tout cas, une bonne partie de ces Sahraouis se trouvent dans les camps de réfugiés qui sont dans le sud de l'Algérie et qui sont sous administration du Front Polisario, un mouvement de libération qui revendique aussi l'indépendance. Le Front Polisario, c'est un mouvement de libération qui se proclame le mouvement de libération du Sahara occidental. En fait, le Front Polisario, Front populaire de libération de Sagi El Hamra, qui est le nord, et de Rio d'Oro, qui est le sud. Alors, c'est abréviation Front Polisario. Et ce mouvement-là est né depuis 1973, dans le mois de mai, 10 et 20 mai 1973, et qui prônait l'indépendance par la lutte armée contre l'Espagne. Depuis le retrait de l'Espagne en 1975, 2 ans après, le front a été ce qu'on appelle mis dans une situation où il devait absolument organiser les camps de réfugiés dans le sud de l'Algérie parce qu'il trouve son soutien chez les Algériens, un soutien bien sûr politique, mais aussi militaire. Et il se trouve que c'est un mouvement qui se revendique comme nationaliste, qui veut libérer le Sahara occidental et lui attribuer l'indépendance à sa population. Mais le Maroc ne le voit pas de la même œil. Le Maroc revendique le Sahara occidental. Il dit que c'est un territoire qui lui appartenait toujours, qui a des liens d'allégeance entre le peuple du Sahara occidental et le royaume du Maroc, et que par ce fait même, donc il est tout à fait normal qu'il annexe ce territoire et qu'il vienne partie intégrante de son pays, surtout depuis le départ des Espagnols et avec l'accord des Espagnols en quelque sorte en 1975. Depuis le départ des Espagnols du Sahara occidental, le conflit devient latent, opposant le Maroc et le Front Polisario, un conflit dans lequel s'est invité également l'Algérie, la Mauritanie, et beaucoup de questions surviennent. Alors, quelle place aujourd'hui et quel avenir pour ces territoires d'Afrique? Quelle place accorder aujourd'hui au référendum d'autodétermination? Maître Ida. Alors, effectivement, vous avez bien dit de dire que, justement, en 1991, le conflit d'abord a commencé en 1975 entre le Maroc, comme je disais tout à l'heure, et le Front Polisario. Le Front Polisario, comme mouvement de rébellion, a si justement apporté certains succès qui ont amené le Maroc justement à se replier sur le nord du territoire. Il a même, je dirais, exporté un peu la lutte à l'intérieur même du sud du Maroc, dans les villes de Tantane, Goulémim et les autres. Mais en 1991, il y avait un cessez-le-feu qui a été imposé ou qui a été suggéré en fait, aux partis et pour lesquels ils ont été d'accord. En 1991, ce cessez-le-feu-là imposait trois éléments principaux. D'abord, un cessez-le-feu, c'est-à-dire que le cantonnement des troupes militaires dans leur position, le recensement de la population et, je dirais, l'organisation d'un référendum libre et transparent. On a commencé par le 2, on a réalisé les deux premiers éléments, le cessez-le-feu et le recensement. Mais malheureusement, c'est que compte tenu du fait que la population sahraoui se trouvait un peu éparpillée un peu dans toute la région, tant en Mauritanie qu'au Maroc et en Algérie, alors il y avait des problèmes justement de recensement et que le Maroc ne voulait pas justement ou n'acceptait pas le résultat de ce recensement parce qu'il pensait que
certaines parties de ces populations ne sont pas des authentiques Sahraouis. Le peuple du Sahara occidental, c'est d'abord un peuple mort, c'est-à-dire mort avec AI. Alors, c'est un peuple qui est d'origine, c'est un peuple essentiellement nomade, qui a toujours été dans cette partie du monde et qui a su construire une économie pastorale par laquelle il tirait un peu son bien-être, ses subsidus, c'est-à-dire par exemple l'élevage des chameaux, des troupeaux de chameaux, des chèvres, de moutons, etc. Mais aussi c'est un peuple guerrier, c'est un peuple qui a toujours justement su apporter une certaine autonomie dans ce territoire. Mais il n'a jamais été soumis, avant les Espagnols, n'a jamais été soumis à une quelconque autorité externe. Donc c'est un peuple nomade, plus que libre, c'est un peuple nomade, un peu sauvage, je dirais sauvage au sens qu'il n'acceptait pas la domination ou la soumission à d'autres autorités. Et de ce fait que ce sont les peuples qu'on retrouve de chaque côté de la frontière. Absolument, mais sauf que c'est devenu ce qu'on appelle, les gens ont même appelé, ils ont même développé un concept qui disait que c'est une terra nullius, c'est-à-dire un territoire sans peuple, parce que les gens, en fonction de leur pâturage, je veux dire, bon, la transhumance nomade, aller en Algérie, aller au Maroc, mais quand même une grande partie de cette population qui est toujours restée enracinée au Sahara occidental et qui a créé des institutions, dont le Hayt Arbaïn, par exemple, le comité des 40 des sages, qui composait essentiellement les chefs de tribus locaux et qui prenaient des décisions pour l'ensemble. Alors, c'est un peuple effectivement très nomade, mais qui n'a jamais été soumis à une autorité quelconque. Et le Maroc pensait justement que, ou en tout cas, il alléguait et il essayait de prouver que cette nomadité a toujours une relation avec le royaume du Maroc. Et c'est le point d'ancrage sur lequel et avec lequel il se tient un peu pour pouvoir revendiquer ce territoire. L'émission que vous regardez a été possible grâce au don de Étienne Eradi, un jeune karatéka qui nous impressionne. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Dans une situation compliquée, dans une situation de lassitude, quel est le sentiment aujourd'hui véritablement qui anime les habitants du Sahara occidental? Quel sentiment anime ce peuple qui souffre dans sa chair et qui souffre pour son pays? D'abord, c'est très dommage de parler de Sahara occidental. C'est que le peuple sahraoui, c'est une petite population. D'abord, on n'est même pas sûr du nombre exactement. Il y a le Front Polisario annonce, par exemple, dans les 500 000, etc., de la population en tant que telle. Le Maroc annonce un chiffre de 100 000, aux alentours de 100 000, 150 000 à peu près. Mais il en reste quand même, c'est une grande population divisée en deux parties. Il y a une partie qui se trouve sous l'autorité du Maroc et il y a une partie qui se trouve sous l'autorité du Front Polisario dans les camps de réfugiés. L'ensemble de ces populations, ce conflit le vivent depuis 1975. Et les gens en ont marre et ils veulent bien, par exemple, que cette situation débouche sur quelque chose et débouche sur une solution qui permet à cette population de vivre de cet état de guerre permanent et de cet exil, je dirais, un peu épouvantable dans des camps de réfugiés qui sont excessivement difficiles et sortir aussi de cette monotonie un peu de l'assistance internationale des hauts commissariats des Nations Unies des réfugiés et des autres organisations internationales. L'ensemble des Sahraouis maintenant, et je pense que nous on suit un peu le raisonnement des Nations Unies. Qu'est-ce qu'a dit les Nations Unies? Les Nations Unies est venue avec plusieurs, d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, un cessez-le-feu. Deuxièmement, l'organisation d'un référendum. Et troisièmement, si le référendum, on n'arrive pas à identifier les gens comme tels, il faut que les partis trouvent, et c'est le nœud de la résolution 1754 de 2007 des Nations Unies, c'est que cette négociation entre les partis doit être sans précondition, elle doit être de bonne foi, et chercher une solution par laquelle le peuple sahraoui peut se déterminer. Que ce soit avec le Maroc, que ce soit tout seul, que ce soit indépendant, il faut que les partis trouvent une solution. Malheureusement, les partis sont aujourd'hui, et je parle aujourd'hui, c'est que j'entendais justement avant-hier Christopher Ross, c'est-à-dire l'envoyé spécial des Nations Unies, disait que le conflit est au point mort.
Ce conflit du Sahara occidental a accordé beaucoup de place et beaucoup d'importance aux Nations Unies. Mais force est de reconnaître que les Nations Unies aujourd'hui ont du mal à sortir de ce bourbier, de ce imbroglio qui n'a pas de nom. Alors, quelle place et quelle force, quelle est la capacité aujourd'hui des Nations Unies à résoudre ce conflit-là? C'est que le problème, c'est que si les Nations Unies sont incapables d'apporter une solution, c'est qu'il ne faut pas non plus en mettre trop dans la balance des Nations Unies. D'abord, on connaît l'histoire des Nations Unies. On connaît l'histoire des Nations Unies avec les peuples et avec les problèmes régionaux et continentaux, etc. Donc, je ne pense pas que les Nations Unies peuvent apporter une solution toute prête que les partis. Mais maintenant, revient à ce que les partis ne sont même pas capables de s'entendre. Ils ne sont même pas capables, et depuis, nous sommes maintenant, depuis 2006... Les opinions sont diamétralement opposées. Diamétralement opposées. Le Maroc dit, moi je veux absolument une solution basée sur l'autonomie du Sahara occidental et qui est la base de la discussion. Or, le Front Polisario dit, non, moi je prends la base de la discussion comme le peuple sahraoui qui veut une autodétermination suivant la résolution 1514 de 1960. Donc, on est complètement, alors qu'on ne sait même pas qui va voter, qui peut voter. Cette phase-là, on n'a pas essayé de la réaliser de façon définitive. Je pense qu'il faut revenir au bon sens. La majorité des Sahraouis, comme je disais tout à l'heure, en sont arrivés à une situation de saturation de ce conflit, de lassitude. Il y en a plusieurs qui sont partis justement en Espagne, d'autres qui se sont exilés justement au Maroc, qui sont partis au Maroc, qui ont rallié l'hypothèse et la thèse du Maroc. Il y en a certains et beaucoup aussi qui restent au camp de réfugiés. Mais jusqu'à quand? Je pense qu'il faut que les partis, je veux dire, au lieu de négocier sur des positions de cantonnement, doivent négocier par hypothèse de solution. Et quand on négocie par hypothèse, c'est qu'on dit, mais qu'est-ce que moi je ferais si j'accepterais ça? Maintenant, on négocie par table de cantonnement, c'est-à-dire qu'on est chacun dans une position où on n'accepte même pas. Et il faut dire une chose. C'est que le Front Polisario a tout à fait raison de dire qu'il faut une solution qui permet à la population de s'autodéterminer. Mais aussi le Maroc a tout à fait raison aussi de dire, moi, j'ai pris ce territoire, j'ai occupé ce territoire en vertu d'un accord qui existe, il y a un accord qui a été, je veux dire, avec l'ancienne puissance coloniale, je l'ai administré. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, le Maroc, moi j'ai visité ce territoire et je trouve que le Maroc a investi énormément de choses, il a fait énormément de bonnes choses dans ce territoire. Du point de vue strict économique. Je n'ai pas regardé, mais je sais que les infrastructures sont là, je sais que le développement économique, c'est une partie du territoire qui transpire le développement économique et qui, justement, le Maroc peut toujours, justement, est tout à fait en droit de dire, écoutez, il faut que vous négociez de façon sérieuse à ce que, soit que le Maroc dit, moi j'ai investi tant de ressources et tant de possibilités, tant de temps, il va falloir justement regarder les possibilités de l'indemniser pour ces investissements, pour l'indemniser de cette implication et de cette période. Mais aussi, il faut aussi connaître aussi que le Maroc avance, et ça c'est sans pour autant lui donner raison, mais quand même il faut être objectif dans l'analyse. Il faut reconnaître que le Maroc avance des principes et répond à des revendications qui sont historiques pour le peuple sahraoui. Quoi? La gestion des ressources, l'auto-administration du territoire et la particularité, l'implantation d'une particularité institutionnelle, c'est-à-dire un parlement, etc. Ça, c'est des revendications historiques du peuple sahraoui. On ne peut pas les nier, mais il ne faut pas se buter sur des principes, je dirais, un peu virtuels, et qui sont des principes, ce qu'on appelle, qui sont insaisissables, pour dire que la population doit absolument être indépendante. L'indépendance, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen qu'on fait pour que la population puisse en jouir d'un bien-être de ses propres moyens sur son territoire. Alors, regardons les moyens les plus logiques et qui sont les plus susceptibles de faire le consensus entre tous les belligérants en place. Moi, je pense que la meilleure solution, je pense que la communauté internationale le dit encore et répète, c'est une situation qui permet aux partis de trouver une entente. Il faut dire d'abord que c'est que les partis sont incapables, chacune des parties est incapable de façon unilatérale d'imposer une solution. Partant de ce constat, je pense qu'il faut chercher une solution consensuelle. Le Front Polisario, et depuis longtemps, depuis maintenant plusieurs années, depuis le cessez-le-feu, n'a jamais été capable de bouger de sa position dans laquelle il est figé. Une position passive, malheureusement, et qui n'amène à rien du tout. Alors,
Partant aussi de ce constat, encore une fois, il faut qu'ils disent, écoutez, on cherche maintenant une solution consensuelle. Quelle est la solution consensuelle? Je viens encore une fois à l'hypothèse, c'est que, à la suggestion, c'est qu'il faut négocier par hypothèse. Il faut dire, bon, il y a des revendications historiques que le peuple sahraoui a toujours dit, je veux mes ressources naturelles, je veux mon territoire, je veux le contrôle de mes institutions, la mise en place de mes propres institutions. Le Maroc répond à ce genre de choses. Et quand il dit, c'est une base de négociation, vous pouvez toujours tirer en élastique justement les possibilités d'avoir plus et de voir plus. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on doit absolument se tenir à un concept, ce qu'on appelle vide d'indépendance, juste pour avoir l'indépendance. L'indépendance, comme je dis encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'un État, un pays, une population, ce qui importe, quelles sont les retombées positives pour un citoyen de son propre pays et de son propre État? Qu'est-ce qui arrivera avec l'éducation de mes enfants, la santé de ma population, la sécurité de ma population, le bien-être de celle-ci? Est-ce que l'État peut répondre ou est capable de répondre à ses besoins élémentaires? Partant de là, qu'il soit une indépendance ou qu'il soit une indépendance, ce qu'on appelle mixée ou soit une indépendance totale, ce n'est pas ça le problème. Quelles sont les retombées positives sur la population elle-même? Et c'est ça qu'il faut chercher, et c'est ce qui doit animer les nationalistes sahraouis, tout comme doit animer toute personne qui prend au cœur et à cœur l'intérêt du peuple sahraoui. Donc on ne cherche pas à avoir l'indépendance totale, on cherche un bien-être d'une population. Quels sont les mécanismes? Il faut les chercher, et je pense que les Nations Unies disent, vous les partis, cherchez une solution, et partant de cette solution, nous allons l'intégrer comme une possibilité, une façon pour le peuple sahraoui de s'autodéterminer. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, il existe plusieurs formes de coopération entre le Nord et le Sud. Plusieurs formes de coopération entre le Canada et l'Afrique. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau mode de coopération entre le Canada et l'Afrique. Est-ce que ce nouveau mode de coopération qui existe entre le Canada et l'Afrique peut-il permettre aujourd'hui à l'Afrique de se relever? Est-ce la bonne voie? Est-ce que c'est un bon choix? Nous avons posé la question à Maître Ida. D'abord, c'est qu'il faut voir que la coopération a connu un développement assez important depuis les années 90. Avant 1990, on connaissait la coopération multilatérale, bilatérale et multilatérale. Bilatérale entre les États, multilatérale dans le cadre des Nations Unies et dans le cadre des forums internationaux. Je veux dire multilatérale. Depuis 1990, il y a un concept, surtout justement après les ajustements structurels, etc. On voit un nouveau concept, ce qu'on appelle une coopération privée multilatérale. C'est-à-dire l'émergence des ONG à travers lesquelles l'État lui-même, l'État, ce qu'on appelle coopérant, ou l'État aidant, je dirais, s'engouffre justement dans une perche et on dit, bon, écoutez, moi aujourd'hui je donne 33 millions, je prends l'exemple de mon pays ici au Canada, je donne 33 millions au Pakistan par exemple. Mais ces 33 millions vont être gérés par des ONG canadiennes. Mais juste le fonctionnement de ces ONG coûte quasiment 30 millions pour amener tout ce beau monde, acheter des véhicules, etc. De sorte que la population, les retombées de la coopération elle-même sur la population locale n'est que de 3 millions par exemple. Je donne comme un exemple caricatural, et ce n'est pas un exemple, mais juste un exemple. Donc la coopération a subi ce qu'on appelle un délaissement et une réorientation, je dirais un peu cynique, en quelque sorte. C'est que, en fait, ce n'est pas les pays, ce qu'on appelle pauvres, qui en bénéficient, mais c'est les pays donateurs qui en bénéficient encore plus. Sa population, c'est comme ça. Exactement. Et je trouve ça malheureux parce que justement, c'est que quand on voyait justement la crise économique, des gens qui ont parlé des centaines de milliards de dollars. Et imaginez-vous, un billiard de dollars, ça a l'air un peu un mot très facile, mais il faut prendre ça dans un concept chiffré. C'est 1000 millions de dollars. Alors, on parlait de tout ça, on trouve l'argent, alors que pour des pays pauvres, on ne trouve pas. On est en train de gangréner, on est en train de dire 30 000 dollars par-ci, 30 choses, 1 million, etc. Et je pense que les pays donateurs et les pays industrialisés doivent se réveiller et savoir que aujourd'hui, on parle justement des bateaux des Tamouls, on parle justement de l'immigration transfrontalière, etc. Ils doivent savoir que tôt ou tard, ils doivent jouer pour équilibrer la coopération et équilibrer le développement économique pour pouvoir, ce qu'on appelle, répondre sur le plan
de l'investissement aux besoins des populations locales, sinon tout le monde va se trouver ici un jour ou l'autre, parce que c'est là où le bas blesse. Le concept lui-même n'est pas bon. Moi, je pense que, je veux dire, la coopération, justement, il faut créer des institutions crédibles, imputables, transparentes pour gérer cette coopération. Par exemple, je vous parle par exemple de l'Europe, le plan Marshall. Le plan Marshall de l'Europe dans les années 50. Mais ça a été un plan extraordinaire et ça, on connaît l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était complètement rasée quasiment. Mais le plan Marshall a permis justement de ces pays de s'émerger, de trouver ce qu'on appelle un niveau de leur développement et qui les a relancés pour toujours. On connaît les résultats aujourd'hui, qu'ils soient en Allemagne, qu'ils soient en Europe, je veux dire en Grèce ou que ce soit en France ou ailleurs. Mais pourquoi ne pas faire des plans structurés pour les pays en voie de développement, surtout en Afrique? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Il y a des organisations, on crée la Banque mondiale, on crée le FMI, on crée ci, on crée ça, on crée tel programme, mais pourquoi on ne crée pas un programme qui dit programme de développement justement consacré? On crée même des tribunaux ad hoc internationaux concernant des conflits. Les tribunaux, par exemple, en Yougoslavie, en Sierra Leone, au Libéria, au Rwanda, etc. Mais pourquoi on ne crée pas des programmes justement structurés, ponctuels, qui visent essentiellement le développement? Oui, tel pays, on vous donne tant d'argent et nous allons superviser la construction de tant d'écoles, un barrage, telle chose. Et c'est notre organisation qui va s'occuper, qui va faire les appels d'offres, qui va faire les choses. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais parce qu'il n'y a pas de volonté réelle. Et c'est ça le problème. Voilà, amis téléspectateurs, vous venez de suivre avec nous l'invité de la semaine, une invitée de la semaine très spéciale, puisqu'on respecte Maître Taki Olda. Merci infiniment à lui. Ça a été très gentil, merci beaucoup. Je remercie surtout vos téléspectateurs et j'espère que pour le moins j'ai répondu à vos questions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, M. Léo Kobi Vero. À la semaine prochaine. Merci.